Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Avec moi pour commenter l'actualité médiatique de la semaine, Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Avant de vous présenter le sommaire de cette émission, merci à vous tous d'avoir partagé en masse la vidéo « J'accuse » de Jean-Yves Le Gallou sur la page Facebook de TV Liberté, qui a été vue plus d'1 700 000 fois, donc c'est un très gros score, merci à vous. Schiappa chez Hanouna mélange des mauvais genres. C'est l'actu médiatique de la semaine. Marlène Schiappa sera ce vendredi dans l'émission de Cyril Hanouna, Balance ton poste. Elle animera un atelier avec des gilets jaunes dans le cadre du grand débat national. Un mélange des genres qui a provoqué de vives polémiques chez les journalistes. Les médias face à l'examen de confiance. Avec la crise des gilets jaunes, les médias semblent avoir définitivement perdu la confiance des Français. Certains tentent de comprendre les raisons de cette rupture. Pas évident que les résultats soient probants. 10 années de bobards médiatiques, ça se fête. La cérémonie des Bobards d'Or arrive à grands pas. Organisée par la fondation Polémia, elle récompense les plus beaux bobards médiatiques. Cette année, c'est la 10e édition de cette prestigieuse cérémonie. Et vous retrouverez votre zapping et les tweets de la semaine. C'est la nouvelle qui a agité le paysage audiovisuel français cette semaine. On écoute tout de suite cette annonce sur Europe 1. La nouvelle a fait grand bruit hier soir. La secrétaire d'État Marlène Schiappa et Cyril Hanouna vont animer ensemble une émission avec des gilets jaunes. L'AFP en a fait 2 brèves et puis tous les médias en ont parlé. On a par exemple Le Monde qui a repris la première dépêche de l'AFP. Et les réactions ont été relativement partagées, critiques parfois, notamment parce que dans un premier temps, Marlène Schiappa a été pressentie comme la co-animatrice de l'émission, donc un mélange des genres. On a par exemple Libération qui sous-titre plutôt « Pas le Gorafi, le duo est improbable ». Et puis Le Figaro, dans Le Figaro Vox, qui donne la parole à David Dégouille, un rédacteur chez Causeur. Et le titre est sans équivoque. Une émission où l'on verse des nouilles dans le slip d'un chroniqueur. Et puis Jean-Jacques Bourdin s'est aussi ému de cette nouvelle en déclarant « C'est ce qu'on appelle une confusion des genres ». Enfin, Thomas Soto, sur le bateau du Figaro TV Magazine, a déclaré « Marlène Schiappa cherche le buzz ». Alors, Jean-Yves, quand on voit ces réactions, on peut se dire finalement que les journalistes ont été plutôt critiques. Oui, enfin, ceux-là ont été plutôt critiques, avec une certaine forme d'hypocrisie, parce qu'effectivement, et de jalousie, hypocrisie, parce qu'ils se disent, Hanouna va faire du buzz, et eux, ils aimeraient bien en faire aussi. Voilà, il y a un petit peu de ça. C'est une réaction, je dirais pas corporatiste, parce qu'ils sont tous journalistes, mais de défense de son précaré, voilà. Et peut-être qu'ils trouvent que Hanouna, Schiappa, ça va leur faire une concurrence un peu déloyale. Alors après ce feu de critique, Marlène Schiappa s'est exprimée sur Europe 1. Ça, c'est un espèce de réflexe de Pavlov qui fait que dès qu'on fait quelque chose qui sort des codes, tout le monde s'indigne. Dès qu'on fait autre chose que d'aller sur un format classique, les gens s'indignent. Mais j'ai fini par avoir l'habitude. Vous n'allez pas faire l'animatrice avec des appels au vote ou des choses comme ça? Alors non, ça c'est le travail de Cyril Hanouna. Moi je viens avec mes paperboards, mes petits feutres Velleda et on va faire un atelier constructif. Alors casser les codes, c'est ce qui a plu à Gérard Carrérou sur le plateau de Pascal Praud. Et moi j'avoue que ça me choque pas du tout. Ce type de rencontre, comme on dirait aujourd'hui, un peu improbable entre des personnages comme Cyril Hanouna d'un côté et comme Marlène Schiappa de l'autre côté. Pourquoi? Parce que d'abord, le débat, c'est une bonne chose. Moi, je suis pour les débats.
Toujours casser les codes, eh bien, c'est ce qui a plu également à Jean-Michel Apathy. Je trouve que le fait que Cyril Hanouna mette son talent d'animateur et donc de médiateur au service de ce grand débat, c'est une bonne chose. D'autre part, ce grand débat, c'est une initiative nous n'avons jamais connue, il n'y a pas de précédent. Donc c'est bien qu'il y ait un peu de désordre, des choses qui nous surprennent, que des débats soient organisés d'une manière à laquelle on n'est pas habitué. Mais bien sûr, c'est bien. Alors sur ces codes prétendument cassés par Marlène Schiappa, écoutons la réaction de Charlotte Dornelas. Marlène Schiappa, qui est hyper courageuse et qui nous explique qu'elle sort des codes. Pardon, mais ce sont les codes de l'époque. Elle ne sort pas des codes là. Elle va effectivement... Ah oui, vous n'avez pas tort d'ailleurs. C'est pas tout à fait tort. D'aller aujourd'hui chez Hanouna et d'expliquer aux gens qui vont être derrière leur portable en disant envoyez un si vous êtes d'accord avec cette proposition. C'est la télé-réalité de la vie publique aujourd'hui. Mais oui, mais la vie est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et sur Sud Radio, Virginie Martin a parlé d'une pipolisation de la vie politique. C'est une pipolisation de plus de la politique. On a ça depuis quelques années aux États-Unis, bien sûr, en France aussi. Ces deux dernières commentatrices ont, à mon avis, tout à fait raison. En particulier Charlotte Dornelas qui dit que ça ne casse pas les codes et que c'est pas courageux parce que tout ça se fait. Et je crois qu'effectivement, et Carrérou, là, il est un peu... tout à fait archaïque là, dans son affaire de voir les choses. C'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, quand Carrérou était un ponte de l'audiovisuel, on distinguait très nettement les émissions politiques, les émissions où on débattait, on va dire sérieusement, d'options politiques ou de livres, de librairies, et ce qui étaient les émissions de divertissement. Tout ça a effectivement changé. Maintenant, on est passé à ce qu'on appelle l'infotainment, l'infodivertissement, où on mélange allègrement les genres. Et au fond, les hommes politiques se précipitent chez Rouquier. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de très différent à aller chez Hanouna aujourd'hui. Effectivement, il y a de la télé-réalité politique, mais pas seulement chez Hanouna. Ça s'est imposé un peu partout. Alors on peut trouver ça bien, on peut trouver ça mal, c'est un autre sujet. Mais objectivement, c'est beaucoup de bruit pour rien, cette affaire de Schiappa chez Hanouna. Alors c'est vrai que c'est deux personnalités un peu trash, quoi. Voilà. Il y a le trash médiatique et puis il y a le trash politique. Donc ça va faire du buzz, ça va marcher. J'espère que les gilets jaunes qui seront invités pourront s'exprimer assez librement et pourront dire des choses intéressantes. Alors c'est quand même une gradation supplémentaire dans la pipolisation de la vie politique. Juste pour rebondir sur cette chose-là, écoutons Philippe Bilger qui parle de ce sujet. C'est très dangereux, Pascal, tout de même, parce que lorsqu'on conjugue le divertissement et la politique, en général, c'est la politique qui se met au niveau du divertissement et pas l'inverse. Oui, enfin, pipolisation, tout ça, c'est bien gentil, mais elle est à sa place, là, chez Hanouna Schiappa. C'est une candidate, ça pourrait être une excellente candidate de télé-réalité, peut-être mieux que ministre, d'ailleurs. Alors, vous parlez de télé-réalité, finalement, c'est vrai qu'elle a peut-être le niveau, bon, c'était en direct, donc elle a dit ça sans trop le savoir, mais c'est assez amusant. Elle s'est réclamée de Galilée dans le texte. Ce n'est pas parce que la majorité des personnes pensent que c'est une mauvaise idée que ça l'est. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait. C'est un beau patronage. Ah, c'est un très haut patronage. On abuse beaucoup d'ailleurs de Galilée parce que, au demeurant, le fait que la Terre tournait autour du Soleil, on le savait déjà depuis Copernic, c'est-à-dire 70 ans avant, et peut-être encore avant. Quant au fait que la Terre était ronde, alors ça, c'est pas Galilée qui l'a dit, parce que quand Christophe Colomb est parti découvrir les Indes en partant à l'ouest, c'est qu'il savait bien que la Terre était ronde, et en plus... Si encore il y avait pu avoir un certain doute, l'expédition de Magellan en 1521-1522, donc plus d'un siècle avant Galilée, a fait le tour du monde. Donc il faudrait quand même qu'elle révise un petit peu ses cours, là. Passons au zapping. First of all, your skin does not look like poop. You have beautiful, beautiful, amazing bronze skin.
because you're one of Earth's original people, right? Hold on, Mason. Because if you jumped in front of him right now when I was telling him to be proud to be black, that'd be like the first lesson in white privilege he learns, and we don't want to oppress people right now. You got me? Word. Give it to me. Oh, that's an ally. Une grand-mère de 80 ans qui s'est fait agresser à son domicile et, pardonnez-moi si je suis triviale, s'est fait sodomiser par un Algérien qui était en situation irrégulière sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière et qui n'était jamais reconduit à la frontière. Non mais voilà, je savais que c'était un sujet sensible, mais Monsieur le Président nous a permis de l'aborder et je souhaite pouvoir l'aborder en toute simplicité. L'arrivée en situation irrégulière, elle se gère d'abord par un contact administratif, par l'accueil. On est un pays, il faut s'en féliciter, où l'accueil et l'hébergement sont inconditionnels. Et c'est un vrai investissement de l'État, on ne le dit pas assez. Il a encore augmenté, c'est environ 2 milliards d'euros. Mais il faut s'en féliciter. On sort ce soir de la réunion des maires avec M. Macron à Souillac. Et je peux vous dire que c'était une véritable mascarade. Vous imaginez un débat présidé par un ministre avec les préfets qui choisissent ceux qui doivent intervenir. Dans une démocratie, quand on peut dialoguer, on ne défile pas. L'acte 10 de demain n'est pas légitime. Il y a des réformes que nous avons mises de côté précisément parce que nous voulons attendre la fin du grand débat national. Nous voulons attendre la fin du grand débat national. Quatre personnes ont été frappées violemment à la vision. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, a facilité la vente de fleurons français à des entreprises étrangères. Il devra s'expliquer un jour là-dessus. Mais on a surtout ressenti un sentiment qu'on n'était pas écouté et que les gens perdaient vraiment patience et qu'ils voulaient passer à plus, en fait, garder les manifestations déclarées pour les gens qui étaient assez fragiles, les handicapés, les personnes âgées, tout ça, mais voulaient faire plus, faire des nuits, des 24 heures, des 48 heures, pour vraiment être entendus une bonne fois pour toutes, parce que les Gilets jaunes ont le sentiment de ne pas être du tout écoutés. Il y a donc de moins en moins de naissances. On n'a plus le temps de faire d'enfants en France. D'ailleurs, vous qui nous regardez en ce moment dans votre lit, pour relancer la natalité, nous avons invité ce soir notre Miss France. Ça devrait vous donner des idées. Voilà. Moi, j'ai passé un dimanche pourri. Ce dimanche, Paris était tout plein de familles, toutes joyeuses, qui sautillaient partout, des enfants bien peignés, en uniforme de scout, accompagnés de leur papa et leur maman. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que la défense de la vie humaine? La vie humaine, ça paraît bête à dire, et pourtant c'est vrai, c'est la condition de la vie politique. Donc je pense que cette manifestation est très importante. Ça fait longtemps déjà qu'on est dans la rue sur la question de l'avortement. On y sera aussi longtemps qu'il faudra, et je suis très heureuse, cette année en particulier, vu le contexte de grande interrogation, on va dire, nationale, d'être ici aujourd'hui. Toute cette agitation en Barbour pour lutter contre l'avortement. Ça vous dirait pas d'aller promener vos chiards dans les plaines solognotes, sur les plages du Touquet ou au grand air des montagnes alpines? Pourquoi toujours Paris? L'expérience nous montre que habituellement on est très peu écouté sur ces sujets, on est toujours mis en minorité, caricaturé. Donc si j'en ai peur. Après, j'ose espérer que après toutes les colères qui se sont exprimées ces derniers temps, une colère supplémentaire finisse par faire penser au gouvernement que peut-être il faut cesser d'énerver les Français, de les exaspérer, et que peut-être ils vont circuler sur ces sujets-là. Sérieusement, il n'y en a pas un pour sortir de chez lui pour lutter contre le réchauffement climatique, pour sauver des migrants qui se noient en Méditerranée ou pour dénoncer les actes pédophiles au sein de l'Église? Ben non, ils préfèrent user leur loden pour une cause qu'ils considèrent plus juste et plus urgente, la lutte contre le droit des femmes à disposer de leur propre corps. J'en peux plus, et moi je peux plus rien pour eux, sans déconner. Bon, bah, je vais commenter d'abord toute la séquence Marche pour la vie, avec de très belles images de gens qui défendent courageusement leurs convictions. Des images TV Liberté. Des images TV Liberté. Et puis, en contrepoint, en quelque sorte, les propos de Sophia Aram, qui sont d'ailleurs pas drôles, quoi. On attend d'une humoriste qui soit drôle, pas qui soit particulièrement lourd et particulièrement militant. On a l'impression
qu'elle se caricature elle-même. Voilà. Mais ça, on a déjà abordé à de nombreuses reprises le sujet des humoristes ou des pseudo-humoristes de France Inter sur TV Liberté. On avait même fait une année un sujet lors des Bobards d'Or. Alors, malgré ces caricatures, ça a été un très beau succès en nombre, en réussite. Reconnu d'ailleurs relativement, pas tout à fait en nombre, mais en tout cas dans la tonalité, par la dépêche AFP. C'est tout de même une chose notable. à la fois. C'est tout de même assez notable. La dépêche AFP est tout à fait convenable. C'est pas toujours le cas. L'an dernier, ils avaient fait une dépêche en minorant considérablement le nombre des personnes, tout simplement parce qu'ils avaient fait la dépêche avant le départ de la manifestation. Là, ils ont traité les choses de manière un peu plus convenable. Ça mérite d'être noté. On n'est pas là uniquement pour critiquer, mais aussi pour saluer quand les choses sont faites correctement. Dans les choses qui méritent d'être commentées, il y a l'agression du journaliste lors d'une manifestation Gilets jaunes. Curieusement, les médias n'en ont pas beaucoup parlé. Parce que le journaliste qui est agressé, c'est un journaliste indépendant et qui est agressé par les antifas. Donc ça n'intéresse pas les journalistes, c'est un journaliste indépendant, donc ça c'est quand même suspect, et il est agressé par les antifas, qui ne sont pas des vrais gilets jaunes quand même, mais des agresseurs casseurs, et donc ils n'en ont pas parlé. C'était pourtant intéressant, parce que pourquoi il y a cette agression des antifas? Parce que le journaliste avait reconnu la présence dans la manifestation de Bernanos. Bernanos, le type qui a été condamné à plusieurs années de prison, mais il est sorti rapidement, rassurez-vous. Ouf, on respire, pour avoir quand même tenté de brûler des policiers dans une voiture. Ça, c'est quand même une vraie agression. Bon. Et ce qui est très curieux tout de même, c'est qu'on le retrouve dans les manifestations, alors qu'il est considéré quand même comme quelqu'un de dangereux et qu'il est sous contrôle judiciaire. Et curieusement, là, la préfecture de police, elle le laisse opérer. On peut quand même se poser un certain nombre de questions, parce que beaucoup de gens disent « oui, il y a eu des violences policières, mais répondaient aux violences des manifestants ». Les plus grandes violences des manifestants, pas uniquement, mais les plus grandes violences des manifestants, elles viennent des milieux antifa. Et curieusement, on les laisse circuler, y compris quand ils sont sous contrôle judiciaire. Vraiment, il y a des questions à se poser. Et que les médias ne se sont pas posés après. Et que les médias, non, alors là, si les médias se mettaient à poser les bonnes questions, où irait-on? On perdrait notre job, c'est vrai. Nicolas. Pourvu que leurs mensonges durent. Oui, ça c'est sûr. Là, on est tranquille, là. C'est intéressant de commenter aussi la séquence des maires, où on voit que le maire de Montauban pose dans un silence de mort la question de l'immigration. Là, elle n'aurait pas dû, ça ne se fait pas. Elle se fait un peu chahuter d'ailleurs. Elle se fait un peu chahuter d'ailleurs. Alors évidemment, les maires sont triés sur le volet. Et il y a un maire d'ailleurs qui nous explique. Alors il y a le tri, il y a le double tri. Il y a le tri de ceux qu'on invite, ceux qu'on exclut. Par exemple, le maire de Beaucaire avait été exclu. Bon. Et puis, il y a ceux à qui les préfets passent un petit coup de fil en disant « Écoutez, monsieur le maire, ce serait très bien que vous puissiez poser une question au président de la République. » Donc, il y a une sélection, exclusion, sélection et sélection de ceux qui posent des questions. C'est vraiment ce qu'on appelle un débat passionnant. C'est un dialogue, ça plaît à M. Apathy, mais c'est un dialogue bidon. Il faut aussi commenter la séquence de M. Castaner qui nous dit, je cite, « Il y a eu 4 personnes frappées violemment à la vision. » Frappées violemment à la vision pour dire « éborgnées ». Voilà. Ça, c'est une avancée considérable de la novlangue. Frappé violemment à la vision. Il va falloir faire une réédition du livre de novlangue. Il va falloir demander ça à Michel Geoffroy. Là, c'est vraiment très très fort. Accessoirement, d'ailleurs, il parle de 4 personnes, alors qu'il y en a 15. Voilà. Donc on est quand même dans le mensonge, déni dans les chiffres, déni dans les mots. Eh bien justement, ce déni, c'est ce qui a pu amener certains médias à se remettre en cause. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans le deuxième sujet. La révolte des Gilets jaunes n'a pas épargné les journalistes, que ce soit symboliquement,
verbalement ou même physiquement, ils ont été pris à partie régulièrement par les Gilets jaunes. Eh bien, leur crédibilité en a pris un coup. Un sondage publié ce jeudi par La Croix donne encore des chiffres très compliqués pour les médias, avec près de 70% des Français qui considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants par rapport au pouvoir, et des taux de confiance dans les médias qui baissent énormément, moins 6% pour la radio, moins 8% pour la presse écrite, et moins 10% pour la télévision, avec respectivement 50% de confiance dans la radio, 44% dans le journal papier et 38% dans la télévision. Donc ce sont des chiffres qui sont quand même dramatiques si on se place du point de vue des journalistes. Et bien cette question de la remise en cause des médias, notamment après les Gilets jaunes, eh bien ça a été au centre de plusieurs prises de parole médiatiques cette semaine, notamment Thierry Ardisson qui posait dimanche dernier la question « Les médias mettent-ils de l'huile sur le feu ?» Et on note notamment une adresse de Michel Onfray envers Jean-Michel Apathy, qu'on va écouter tout de suite. Donc je trouve juste qu'il y a un moment donné, vous devriez pouvoir, les journalistes, effectivement, quand vous avez dit le bien, le mal pendant un quart de siècle, accepter que des gens dans la rue vous disent « Ah, on vous voit, vous qui nous donnez des leçons depuis tant d'années, eh bien, on a deux ou trois choses à vous reprocher. » Quand effectivement les gens ont constaté que ça ne marchait pas, cette presse-là, une presse subventionnée, une presse qui dit toujours la même chose, une presse qui insulte les gens qui ne défendent pas l'idéologie dominante, qui les traite de nationaux-socialistes, etc. Que font les gens? Ils vont grappiller sur Internet. Il a presque tout dit. Il a presque tout dit. Et en fait, le vrai problème de la presse, c'est précisément qu'elle a été monopolistique jusqu'à l'arrivée d'Internet, jusqu'à l'arrivée des médias alternatifs, jusqu'à l'arrivée des réseaux sociaux. Alors maintenant, ils essayent de dénigrer avec les fake news, soi-disant, sur Internet, etc. Ils essayent de dénigrer Internet. Mais on voit d'ailleurs que ça ne marche pas, puisque Internet a un degré de confiance qui est encore faible, 25%, mais qui est stable. Alors que les autres baissent. Dégringolent même. Les autres dégringolent. Les autres dégringolent. Et donc, on voit bien que leur attaque d'Internet ne marche pas parce que ça ne les crédibilise pas. Ils essayent de décrédibiliser la concurrence, mais ça ne les crédibilise pas. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a des événements importants, ils sont décrédibilisés, puisque les gens voient la différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent. C'est particulièrement vrai pour la crise des Gilets jaunes. Et sur son blog, Yvan Rioufol évoque également cette remise en cause nécessaire, selon lui, des journalistes, dans un article intitulé « Oui, les journalistes ont des comptes à rendre ». Il écrit « Les raisons de la défiance contre les médias et leur suivisme ne peuvent se réduire à des attaques contre la démocratie, comme le soutient le discours gouvernemental. Depuis des lustres, le journalisme s'est majoritairement rangé du côté du discours dominant, aseptisé et hygiéniste. » Alors Jean-Yves, c'est un discours plutôt intéressant de la part d'Yvan Rioufol. Très carré, très net. Il parle aussi de nouveaux clergés, de faux curés à carte de presse. Et effectivement, il y a la tendance chez les journalistes à considérer que les critiquer, c'est du blasphème. Non, critiquer les journalistes, c'est de la liberté d'expression. Et justement, cette volonté d'accepter la critique et même de s'autocritiquer, eh bien, c'est l'objet d'un article de Libération qui est assez passionnant à lire. Autocritique des médias, l'examen de confiance. Et dans lequel est écrit « Les journalistes n'ont-ils absolument aucun tort? Ne méritent-ils pas une partie de la méfiance qu'ils inspirent ?» Cette question, c'est ce à quoi va s'attacher à répondre cet article, dans lequel sont interrogés près de 25 journalistes de divers médias. En préambule, les auteurs notent que les journalistes ont une conscience aiguë de leur uniformité sociale et culturelle, de l'absence de diversité parmi eux. Et puis Elori Manterola l'admet, parfois on écrit surtout pour nos sources et nos confrères, des personnes surinformées qu'on a envie d'impressionner. Brice Couturier, chroniqueur sur France Culture, déclare « Au lieu d'expliquer, on souffle sur des clivages idéologiques faciles. » Une journaliste d'un hebdomadaire confie « La façon dont beaucoup de journalistes se placent au-dessus des petites gens me choque. » Et enfin, Élodie Safaris, une ex-d'ITélé, explique « Les gens que j'y ai rencontrés dans les médias étaient souvent de gauche, un peu molles, rarement de gauche ou de droite radicale. Dans les moments d'élection, on voit que tout le monde a un peu les mêmes idées. » Alors, Jean-Yves, on a un article de Libération qui est plutôt intéressant, il faut le dire, et qui tend à montrer que les journalistes commencent à se poser des questions sur eux-mêmes et la perception que le peuple a d'eux, tout simplement. Oui, je crois, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont perdu leur monopole, et à partir de là, ils sont exposés à la concurrence, à la critique. Et c'est vrai que là, il y a dans cet article, alors tout le monde ne dit pas tout à fait la même chose, mais si on collectionne l'ensemble des critiques,
c'est assez complet. Ils sont partiaux, ils sont pontifiants, ils sont intolérants, ils sont incultes, enfin, ou en tout cas... Ils ne le disent pas eux-mêmes comme ça, mais... Ah bah si, quand même, Polony dit... Non, elle dit pas qu'ils sont incultes, elle dit ils ont un problème de culture générale. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas le cas de tout le monde aussi, mais c'est souvent le cas. Et donc, au final, tout ça fait quand même du mal, quoi. Et même dans certains articles de critiques, on dit il manque de diversité. On parle là de la diversité sociale ou de la diversité de formation. Le problème essentiel, c'est la diversité idéologique. C'est-à-dire qu'ils pensent tous un peu la même chose. D'ailleurs, au moment des élections, au deuxième tour, ils sont tous du même côté. Quelle que soit la bataille, ils sont toujours tous du même côté du deuxième tour. Il y a un léger problème. Effectivement. Voilà. Mais ils commencent à se poser des questions. Alors moi, je vais vous dire, Nicolas, moi, je suis soucieux d'aider les journalistes. Je suis soucieux d'aider les journalistes. Et je les invite à venir à la cérémonie des Bobards d'Or pour voir les critiques légitimes qu'on peut leur faire pour qu'ils s'interrogent sur la manière dont ils exercent leur métier. Et ils passeront un bon moment. Ils passeront un bon moment, c'est quand même une cérémonie humoristique. Ouais. Et s'ils viennent, ils seront très bien accueillis. Avec le tapis rouge. Voilà, avec le tapis rouge, tout à fait. En attendant... Enfin, pas trop quand même. Parce que... non, pas trop quand même. En attendant... Mais ils seront bien accueillis. Peut-être pas le tapis rouge, le tapis jaune peut-être. Oui. Ah, peut-être. Peut-être. Donc en attendant de parler des bobards, eh bien, place au tweet. Ah bah, vous voyez, on peut continuer à enchaîner sur les journalistes. Pourquoi ils sont détestés? Eh bien, vous avez cet article absolument extraordinaire, hallucinant, des dernières nouvelles d'Alsace, où on dénonce sur plusieurs colonnes un professeur d'histoire à qui on n'a rigoureusement rien à reprocher professionnellement, sauf qu'il a un engagement associatif au bastion social. Et tout l'article est fait pour que cette personne à qui on n'a rien à reprocher perde son emploi. C'est-à-dire, les journalistes, là, font un travail de délation et mettent en place un interdit professionnel. Et après, ils vont s'étonner d'être détestés. Alors, ces deux journalistes, ils travaillent où? Ils travaillent aux dernières nouvelles d'Alsace. C'est intéressant, les dernières nouvelles d'Alsace. C'est propriété de quoi? Du Crédit Mutuel, qu'on a retrouvé il y a 8 jours ou 15 jours, quand il a fait couper un compte Litchi parce que la cagnotte Litchi qui soutenait le boxeur du Pont sur la Seine, Christophe Tétinger. Donc on retrouve le Crédit Mutuel, et le Crédit Mutuel, on le retrouve toujours. Ils viennent d'injecter 174 millions d'euros dans leurs différents groupes de presse, c'est-à-dire en gros... les titres de presse alsaciens, les titres de presse alsaciens et lorrains peut-être. Ouais, voilà. Voilà, donc on trouve des subventions quand même, l'injection d'argent par une banque,
une banque qui contrôle des journaux, qui contrôle des cagnottes et des journalistes qui font leur petit boulot de petits gestapistes, quoi. Après, on s'étonne. Alors, il y a d'autres choses qui méritent d'être commentées. Et là aussi, c'est la critique des journalistes. On a 2 cas de désinformation par la photo. Vous avez un article sur Salvini avec une photo, mais alors choisie la pire possible. Hein, alors que Salvini est plutôt un Italien assez avenant, bien accueilli, en tout cas quand il se déplace. Macron aimerait bien être aussi bien accueilli. Oui, mais là, on choisit une photo horrible. Il n'y a pas photo entre les deux, justement. Il y a une autre illustration, cette fois sur l'article de la Libre Belgique, qui constate qu'en matière de logement, il y a des problèmes particuliers pour les mères seules, maghrébines et africaines. Et l'illustration des mères maghrébines et africaines, c'est une mère blonde avec un enfant blond. Alors là, on est aussi dans la désinformation par la photo, peut-être avec une arrière-pensée certainement émotionnelle. Et après, on s'étonne qu'il y ait dans les manifestations de Gilets jaunes une grande pancarte « Journalistes, apprenez à compter et regardez RT, Russia Today ». C'est assez drôle, mais on voit à travers tous les tweets qu'on a choisis, enfin qu'on a trouvés, hein, que le problème des journalistes, il n'a pas fini de se poser. Eh bien, la défiance envers les journalistes n'a pas fini d'exister. Et je pense que la cérémonie des Bobards d'Or n'a pas fini, elle non plus, d'exister. On va le voir tout de suite. C'est donc la 10e édition des Bobards d'Or. Ça aura lieu au théâtre du Gymnase lundi 18 février dans la soirée. Jean-Yves Le Gallou, du coup, pour cette 10e édition, qu'est-ce que nous réservent les Bobards d'Or ? Toujours de très bons candidats. Et cette année, il y aura 3 votes différents. Il y aura le vote pour le Bobard d'Or général, on peut dire. Il y aura le Golden Bobard, qui distinguera les meilleurs désinformateurs sur la politique étrangère, sur la politique internationale, sur ce qui se passe à l'extérieur de la France. Et puis, il y aura le Bobard Gilet jaune. Le Bobard Gilet jaune qui va distinguer le meilleur Bobard à l'occasion de l'affaire des Gilets jaunes. Alors, il y a quand même le choix. Hein. Oui, il y en a eu un. Il y a le choix, il y a le Bobard Photoshop. Quand une chaîne de télévision a supprimé une pancarte qui lui a paru malveillante vis-à-vis du président Macron. Il y a le Bobard Travaux Publics, quand une autre chaîne a expliqué que 100 mètres des Champs-Élysées avaient été dépavés par les manifestants, alors que c'était tout simplement pour installer une piste cyclable chère à Madame Hidalgo. Il y a le Bobard Faux Drapeau. Alors là, il y a eu plein de drapeaux qui ont été imputés à l'extrême droite, y compris le drapeau Picard, le drapeau à Croix-de-Lorraine et que sais-je encore. Le Bobard Calculette, où là, c'est assez classique, on a divisé par 5 ou 7 le nombre des manifestants. Et puis, ce qui est peut-être un peu plus grave, le Bobard Madame la Marquise, tout va bien Madame la Marquise, où on a expliqué, là aussi sur une grande chaîne de télévision, TF1 je crois, qu'il n'y avait jamais eu aucun blessé parmi les manifestants, alors qu'on n'en compte jamais qu'une centaine de blessés graves. Voilà. Alors, vous pouvez voter, puisque les votes sont ouverts sur le site Bobards d'Or, et donc vous pouvez voter pour choisir le Bobard qui a votre préférence. Ça va être dur de choisir. Hein. Ah, ça va être dur de choisir. Comme tous les ans, finalement. Dans chaque catégorie, on retiendra ensuite 3 Bobards qui seront ensuite mis au vote du public le 18 février. Donc, il y a 2 occasions de voter, sur Internet d'abord, et ensuite, bien réellement, lors de la cérémonie des Bobards d'Or. C'est toujours un moment très, très, très plaisant que de voir distinguer les meilleurs des journalistes, ceux qui mentent le mieux pour servir le politiquement correct. C'est toujours ardu, effectivement, chaque année de départager les candidats. Donc, pour résumer, 3 catégories. La catégorie Bobard France, classique. La catégorie Bobard Gilet jaune. Et la catégorie Golden Bobard à l'international, où là aussi, j'ai la primeur d'avoir les Bobards sous les yeux. Il y a vraiment de quoi faire.
Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un coup de chapeau ? Un coup de chapeau que je fais régulièrement, je serais tenté de dire presque tous les 2 mois, à chaque parution d'éléments. Il y a un nouveau numéro d'éléments qui est en kiosque, c'est toujours de qualité. Aussi remarquable. Je ne peux pas vous en montrer un, là, parce que celui que j'avais prévu a disparu, parce que c'est quelque chose qu'on s'arrache. Victime de son succès. Victime de son succès, donc je ne peux pas vous le montrer, mais les images seront incrustées, bien sûr. Il y a 2 grands thèmes, et puis il y a beaucoup d'autres choses qui sont tout à fait intéressantes, mais il y a 2 grands thèmes. Il y a une réflexion sur les gilets jaunes, et il y a aussi un grand reportage sur l'Italie, sur Salvini, sur Casapound, sur la Ligue, vraiment très très intéressante. Et il y a aussi un article que je voudrais signaler parce qu'il est particulièrement profond. C'est un article de Guillaume Travers qui réfléchit sur les inégalités, l'explosion des inégalités dans le monde. Et il démontre que la cause de l'explosion des inégalités, c'est l'abolition des frontières pour le capital, l'abolition des frontières pour le travail, l'abolition des frontières pour les très riches, mais aussi pour les très pauvres, avec le phénomène de l'immigration. Et donc, c'est cela qui explique l'explosion des inégalités dans le monde, mais c'est assez bien argumenté dans cet article dont je recommande la lecture. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à envoyer à l'adresse mail qui s'affiche sur vos écrans vos ressentis sur l'émission, vos conseils et puis votre veille médiatique, bien sûr. Jean-Yves, je crois que vous avez un dernier mot. Eh bien oui, n'oubliez pas de faire votre devoir électoral et de voter sur le site Bobardor pour les meilleurs bobards. Jean-Yves, j'aurais bien aimé vous dire la semaine prochaine, mais c'est Michel Geoffroy qui sera à votre place dans quelques jours. Mais on vous retrouve évidemment dans 2 semaines pour un nouvel immédiat. Bien entendu.